Sujet brûlant aujourd'hui, celui de l'Arabie Saoudite et de sa volonté de conquête de l'espace footballistique. Et qui mieux que Kevin de FC Geopolitics pour en parler avec nous. Salut Kevin. Salut, content de refaire cette vidéo pour La Vista et on va parler de l'Arabie Saoudite et son rôle dans le football. Exactement, après la Chine la dernière fois, on s'attaque maintenant au Middle East et plus précisément à l'Arabie Saoudite. Et donc de sa façon, de ses façons pour prendre le pas sur le monde du ballon rond. Donc écoute, c'est parti. Et déjà, on va s'intéresser, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite veut tant investir dans le sport. Donc, il y a trois raisons principales à ça. La première, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est la grande puissance régionale du Golfe Persique. Et depuis 2015, elle a à cœur de véritablement incarner cette puissance. Donc, elle a vu que depuis quelques années, on parle plus du Qatar et des Émirats arabes unis dans la région, notamment grâce à leur politique de diplomatie sportive. Donc l'Arabie Saoudite cherche à investir dans ce domaine, on va dire par mimétisme de ses voisins. Donc c'est pas une première dans la région parce que ça a déjà été le cas par le passé, notamment quand le Qatar a commencé à investir dans la diplomatie sportive et qu'ils ont commencé à créer des compétitions. On pense notamment au tournoi de tennis de Doha dans les années 90. Ça a été très vite suivi par le tournoi de tennis de Dubaï. Et ça a été aussi le cas, par exemple, pour des grands prix de Formule 1. Bahreïn avait lancé le sien en 2004 et ensuite les Émirats arabes unis avaient lancé le leur avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc l'Arabie Saoudite, là, a à cœur de revenir sur ce terrain-là pour qu'on parle d'elle aussi dans la région. Et ça lui tient d'autant plus à cœur que le Qatar organise de grandes compétitions, à savoir les championnats du monde d'athlétisme en 2019 et bientôt la Coupe du Monde 2022. Et la relation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils ont une relation de rivalité. Et l'Arabie Saoudite a aussi toujours vu un peu le Qatar un peu comme un État un peu satellite au sien, car à la fin de l'indépendance, lorsque le Qatar a pris son indépendance à la fin des années 70, l'Arabie Saoudite avait une grande influence sur ce territoire-là. Et donc, l'État saoudien voit pas d'un bon œil que le Qatar, qui désormais est un grand rival, s'émancipe encore plus avec l'organisation de prestigieuses compétitions. D'accord. Et d'un point de vue purement financier, est-ce qu'on est d'accord que l'Arabie Saoudite a encore plus d'argent que le Qatar ou est-ce qu'au final c'est un peu kiff-kiff? Je me rends pas vraiment compte. Ils ont un poids plus important en termes financiers, notamment avec leur fonds d'investissement public souverain dont on parlera plus tard. Mais aussi, ils ont un autre avantage cette notion aussi peut-être d'incarner le sport, c'est qu'ils ont, entre guillemets, une population nationale plus importante. Alors qu'au Qatar, il y a moins de nationaux, il y a beaucoup plus de populations qui viennent d'autres pays. Donc, ça peut être aussi un avantage pour l'Arabie Saoudite, par exemple, pour former une grande équipe de football ou dans d'autres sports, par exemple, par rapport au Qatar. On se souvient qu'ils avaient participé à une finale de championnat du monde de handball et la plupart de l'équipe, c'était des naturalisés. Donc, ça peut être aussi un avantage pour l'Arabie Saoudite à l'avenir. D'accord. Ok, très bien, parce que c'est vrai qu'au niveau de ces trillions de milliards dans ces différents pays, on se rend plus compte qui est le plus fort, mais a priori, ils sont tous forts d'un point de vue économique. C'est ça, exactement. Et ensuite, eh bien, l'Arabie Saoudite, donc deuxième raison pourquoi est-ce qu'elle veut investir dans le sport, eh bien, elle veut incarner sa puissance régionale sur tous les tableaux. Donc, un tournant est marqué en 2015 au niveau de l'Arabie Saoudite parce que c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman qui gère les affaires du pays désormais. Donc, pour ce faire, l'État saoudien, il met en place des moyens, on va dire, assez offensifs. On pense notamment à la guerre au Yémen déclenchée en 2015. Ils imposent aussi un blocus au Qatar en 2017, toujours dans cette notion de rivalité des États du Golfe Persique. L'Algérie prône le dialogue entre le Qatar et ses voisins du Golfe, dialogue auquel se dit près Doha. Mais pour l'heure, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, l'Égypte et les Maldives, qui accusent le Qatar de soutenir le terrorisme, refusent toute discussion. Conséquence directe de cet isolement, la panique. Les Qataris se sont rués dans les supermarchés pour faire des réserves, alors que le seul accès terrestre du pays via l'Arabie Saoudite est fermé. Les vols vers Doha sont suspendus par l'Égypte et 6 compagnies aériennes du Golfe. Et Qatar Airways doit trouver d'autres plans de vol puisque l'espace aérien saoudien lui est interdit. Le Qatar a toujours poursuivi sa propre politique régionale. Il a affirmé son influence par le sport. Il accueillera par exemple le mondial 2022 de football et par les médias avec la chaîne de télévision Al Jazeera dont les bureaux à Riyad ont été fermés également hier.
national, ils ont aussi ils ont aussi voulu imposer cette manière offensive, notamment avec l'assassinat de l'opposant politique Jamal Khashoggi en Turquie en 2017 aussi. Donc toutes ces actions, elles ont particulièrement atteint la réputation diplomatique du pays. Et donc il y a une volonté aussi d'utiliser le sport pour se donner une meilleure image à l'international. Surtout que l'Arabie Saoudite, comme ses voisins, ils ont une notion de diversifier leur économie parce que il faut préparer l'après-pétrole et on voit que, avec la crise liée au Covid, le cours du brut diminue. Donc ça leur fait moins de ressources financières. Donc il y a cette volonté aussi de diversifier l'économie. Et il faut savoir aussi que l'Arabie Saoudite a lancé un grand plan de diversification de l'économie en 2016 qui s'appelle Vision 2030. Donc, l'Arabie Saoudite a un plan pour le futur. Le plan Vision 2030. Le plan Vision 2030 va transformer l'Arabie Saoudite en une puissance mondiale pour l'investissement. Cela va diversifier l'économie saoudienne hors pétrole et gaz dans les domaines de la technologie, les énergies renouvelables, la production, l'industrie minière et les soins de santé, renforçant la position économique mondiale du royaume. Le plan va créer un fonds de 1800 milliards d'euros pour investir dans des sociétés du monde entier et technologies innovantes. Des partenariats seront créés avec la France afin d'atteindre des objectifs communs de paix, stabilité et opportunités économiques. Le plan saoudien Vision 2030 propulse les transformations en cours dans le royaume à une échelle mondiale, avec une vision globale. Pour en savoir plus sur le plan d'Arabie Saoudite Vision 2030, rendez-vous sur vision2030.gov.sa. L'idée, c'est de créer des grands projets autour du développement durable, du tourisme. Et donc, quoi de mieux que pour attirer les touristes et les investisseurs internationaux que le sport pour à la fois montrer que l'Arabie Saoudite peut organiser des grandes compétitions et à la fois montrer les paysages de carte postale du territoire saoudien. Quoi de mieux que le football et son image et son langage universel pour redorer des blasons. Ce n'est pas notamment Romain Molina qui nous contredira sur ce point. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on n'a pas encore parlé du football, mais on va y venir. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'Arabie Saoudite a plutôt investi dans d'autres sports. Donc, on peut penser notamment au combat de boxe Clash of Dunes. On peut penser aussi aux compétitions automobiles ainsi qu'au golf. Mais ils investissent aussi dans d'autres compétitions. Donc là, par exemple, le Rallye Dakar en début d'année et aussi le Tour cycliste Saudi Tour. Là, il y a aussi une logique d'attirer les investisseurs, mais aussi de montrer, entre guillemets, les paysages du pays et du coup de se dire, d'inviter les touristes à venir dans le pays. Donc c'est pour ça notamment qu'ils ont ouvert beaucoup plus de visas internationaux pour venir dans le pays. Alors pour être allé, excuse-moi, je te coupe, mais pour être allé dans les différents pays du Golfe, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite ou Dubaï, c'est sûr que pour la vie, on va dire, pour des expats, est évidemment beaucoup plus douce à Dubaï, mais ils ont tout intérêt à on va dire, assouplir toutes les possibilités d'entertainer les expatriés en Saoudi parce que honnêtement, waouh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué quand tu es expat d'aller là-bas et d'apprécier la vie comme l'a fait Dubaï. Alors peut-être avec excès d'ailleurs Dubaï, mais là-dessus, j'imagine que leur plan est vraiment multidimensionnel à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir au monde, de paraître pour une nation entre guillemets moderne. Et donc tous ces changements sont orchestrés depuis 2016 par Mohamed Ben Salman et son régime, après avec des réussites, plus ou moins de réussites, on va dire. Et le dernier gros volet dans lequel l'Arabie Saoudite veut investir, c'est notamment le football, avec que ce soit pour montrer sa puissance sur le continent asiatique ou aussi pouvoir véhiculer l'image du pays à travers un top club européen, un club de football. Et enfin, oui, je n'ai pas évoqué la troisième raison, mais qui nous intéresse peut-être moins, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite investit dans le sport. Il y a aussi une question au niveau interne,
puisque l'Arabie Saoudite, pour l'instant, n'a obtenu que 3 médailles aux Jeux Olympiques sur ses 11 participations, et sa population relativement jeune a des problèmes au niveau du taux d'obésité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'Arabie Saoudite devienne une nation sportive, et également de montrer que le pays par le sport peut évoluer. On pense notamment à la question du droit de l'homme ou aux questions des droits des femmes. Et c'est en ce début d'année que l'Arabie Saoudite a ouvert son premier championnat de football féminin. Donc là, il y a aussi une idée de montrer que grâce au sport, le régime peut évoluer et que l'Arabie Saoudite est un territoire beaucoup plus laxiste sur ces questions de droits de l'homme et droits des femmes. D'accord, très bien. Voilà qui est complet sur les raisons qui poussent l'Arabie Saoudite à vouloir conquérir notamment le monde du sport. Très bien. Donc voilà. Donc après, j'avais aussi déjà un peu évoqué comment ça se matérialisait maintenant avec l'organisation de grandes compétitions sportives, même s'ils n'ont pas encore eu une organisation de Coupe du Monde ou des championnats du monde d'une discipline. Par contre, ils commencent à récolter un peu de compétitions sportives. On pense notamment aux Super Coupes d'Espagne et d'Italie qui ont lieu désormais en Arabie Saoudite. Ouais. Et désormais, l'Arabie Saoudite veut conquérir le domaine du football en investissement directement dans un top club européen. Donc, comme on a pu le dire tout à l'heure, aussi par mimétisme vis-à-vis du Qatar avec le Paris Saint-Germain ou bien des Émirats Arabes Unis avec Manchester City. Donc, l'idée de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment d'avoir un top club pour ensuite pouvoir véhiculer l'image du pays et ainsi atteindre ses objectifs, notamment de diversification de l'économie. Ok, donc du coup, on a tous en mémoire par rapport à l'actualité très récente ce qui s'est passé à Newcastle. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, parce qu'on peut directement enchaîner avec Newcastle. On peut évoquer juste avant la tentative d'abord de rachat de Manchester United en 2018, mais cette tentative a été avortée parce que entre guillemets, on va dire que Manchester United, c'est un peu une poule aux œufs d'or pour les propriétaires, la famille Glazer. C'est un club qui est l'un des plus riches au monde, mais qui n'a pas forcément les résultats sportifs à côté, mais qui continue à développer une grosse communauté, notamment sur le marché asiatique, et qui continue à générer un chiffre d'affaires supérieur à d'autres clubs qui ont des résultats sportifs beaucoup plus importants. Mais là, comment dire, on va dire que la marche était un peu trop haute pour l'Arabie Saoudite, même si ils ont derrière eux un fonds d'investissement public souverain géré par Mohamed Ben Salman en personne, qui pèse des milliards de dollars. Mais donc pour le coup, ils ont voulu continuer à investir dans un club de première ligue, cette fois à un échelon un peu moindre, avec le cas de Newcastle, comme on l'évoquait. D'accord. Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Moi, c'est peut-être la chose qui m'effraie le plus dans cette partie foot business, c'est-à-dire que les revenus d'un club deviennent presque de plus en plus indépendants des résultats. Tu l'as toi-même évoqué avec Manchester, qui est en effet l'un des plus rentables, l'un ou le plus connu du monde. Et ce détachement résultat ferveur, je crois que c'est peut-être le pire. Après, bon, heureusement, ils ont fait une super fin de championnat, donc on va les revoir en Ligue des Champions et ça fait plaisir à tout le monde. Mais en soi, j'espère que cela ne va pas guetter d'autres clubs à court ou moyen terme. Concernant Newcastle, alors comme tu disais, hein, c'était un achat à un échelon un peu moindre, même si on sait que ne serait-ce qu'avec les revenus publicitaires, un échelon un peu moindre en première ligue, c'est déjà le tout haut du panier de Ligue 1 en termes de puissance financière. Alors dans le dossier Newcastle, et juste après on s'attardera sur le dossier de l'OM. Sur le dossier Newcastle, est-ce que tu veux refaire une petite chronologie ou tout de suite on attaque sur qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui s'est mal passé? Je peux refaire une petite chronologie, après on évoquera effectivement ce qui a foiré. Petite chronologie, donc c'est plutôt fin 2019 que l'Arabie Saoudite s'intéresse à Newcastle, et il s'entoure de personnes comme Amanda Stively, qui avait aidé le Sheikh Mansour à racheter Manchester City en 2008, pour cette fois véritablement concrétiser l'achat d'un club en première ligue. Et donc là, ils ont jeté leur dévolu sur Newcastle. Après, le rachat a pris un peu de temps parce que le propriétaire Mike Ashley
voulait garder le club, même si bon, le club était entre guillemets en dessous de ses espérances, vu ce qu'ils ont pu faire au début des années 2000 avec notamment Alan Shearer. Mais tout s'est un peu accéléré avec la crise liée au Covid. Mike Ashley a vu son entreprise a pris un peu de plomb dans l'aile. Donc là, l'Arabie Saoudite a un peu plus insisté et finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et en avril, ils avaient déposé une proposition de rachat pour le club de Newcastle, mais c'est ensuite qu'il y a eu des complications au niveau de ce rachat-là. Et donc, notamment, ça a été le cas de beIN Sport qui a carrément écrit à la Première Ligue parce que pour eux, il y avait une volonté effectivement d'utiliser déjà le club pour véhiculer l'image de l'Arabie Saoudite. Mais il y avait aussi un autre problème qui se posait, c'est que derrière l'Arabie Saoudite se cachait le réseau de piratage BeOutQ. Et le réseau de piratage BeOutQ pirate la chaîne beIN Sport. Et il y a des gros soupçons sur le fait que ce soit l'Arabie Saoudite derrière ce réseau de piratage-là. Et donc, beIN Sport a directement écrit à la Première Ligue pour en gros dire que ce rachat n'était pas possible. Sinon, en gros, entre guillemets, ça contrevenait au droit TV et donc à toute l'économie de la Première Ligue qui s'ensuit. D'accord. Et c'est vrai que je l'ai lu dans plusieurs sources de qualité différentes. La Première Ligue, alors évidemment, c'est un mastodonte financier, mais c'est aussi un mastodonte plutôt, je dis bien plutôt propre d'un point de vue financier, parce qu'il y a énormément de règles. Et notamment, si on se replonge il y a quelques décennies presque, il ne faut pas oublier, et je vous laisserai vous documenter toutes et tous sur le sujet, Leeds, à une époque, était très très proche de remonter en Première Ligue. Mais on va dire que sportivement, ils se sont écroulés dans la dernière ligne droite. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse connecter les points. Mais d'un point de vue financier, oui, que ce soit une montée de Championship vers Premier League ou que ce soit un rachat, les autorités anglaises sont particulièrement, on va dire, veulent beaucoup de précision et veulent surtout aussi savoir souvent d'où vient l'argent. Et dès qu'il y a des soupçons, que ce soit de fraude ou que ce soit voilà, des choses un petit peu opaques ou des coups bas entre pays, justement, elle veille plus qu'au grain. C'est ça, et puis notamment le deuxième point qui a fait entre guillemets capoter le rachat de Newcastle, c'est aussi l'intérêt des instances politiques, mais aussi des instances comme la Première Ligue sur le fait qu'il y a eu beaucoup de critiques outre-Manche sur le fait qu'il y avait du sport washing, donc c'est-à-dire que l'utilisation du sport pour entre guillemets cacher les atteintes aux droits de l'homme que pouvait avoir lieu en Arabie Saoudite. Donc ça a aussi beaucoup pesé au niveau de la décision de freiner ce rachat-là. Donc c'est vrai qu'entre beIN Sport, qui est le plus grand diffuseur de la Première Ligue à l'étranger de la Première Ligue, et ces questions autour du sport washing, et aussi le fait que carrément le chef de la diplomatie anglaise faisait des déclarations où il disait que c'était pas possible que l'Arabie Saoudite puisse investir dans Newcastle, ça a pas mal réfréné les envies de l'Arabie Saoudite et la décision donc est tombée la semaine dernière. Effectivement, l'Arabie Saoudite a abandonné son projet de rachat de Newcastle. Donc, on va voir désormais où est-ce qu'ils vont vouloir aller, sachant que la Première Ligue reste la ligue la plus vue au monde, donc ça reste le marché le plus intéressant pour eux. Et est-ce que ça veut dire que finalement, ça, même à moyen terme, ça pourrait bloquer le rachat de n'importe quel club de la part de l'Arabie Saoudite, tous ces soupçons? Moi, je pense que déjà, ils devraient peut-être mettre un peu plus d'eau dans leur vin par rapport à BeOutQ, parce que c'est vrai qu'il y a notamment l'Organisation mondiale du commerce qui a rendu une décision et qui a dit en gros que l'Arabie Saoudite était derrière BeOutQ et qu'il fallait qu'il cesse entre guillemets de financer ce réseau de piratage ou qu'il cesse carrément le réseau de piratage parce que ça contrevenait aux intérêts de beIN Sport, quoi. C'était une pratique illégale. Donc c'est vrai que s'ils continuent à nier entre guillemets leur implication autour du réseau de piratage BeOutQ, alors que ce qui émet le réseau de piratage, c'est quand même un satellite saoudien d'après ce qui est ressorti des enquêtes. Je pense que c'est ce point-là où ils devront déjà mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que c'est vrai que, mais c'est vrai que beIN Sport reste un acteur incontournable
de la diffusion de sport. Donc, c'est vrai que en plus maintenant, le football, l'économie repose beaucoup sur les droits TV. Donc, s'il y a ce biais-là qui bloque, ça va bloquer beaucoup de rachats, effectivement, de tentatives de rachat de clubs, quoi. En effet, en effet. Et justement, alors comme tu l'as très bien souligné, hein, même si la Première Ligue est la ligue la plus valorisée en termes de droits télé, voilà, on a tous entendu beaucoup de choses sur notamment l'OM, notamment un fonds saoudien qui serait en train de travailler en sous-main très visible via Monsieur Ajroudi, et donc un intérêt possible pour l'OM et donc pour la Ligue 1. Bon, même si on sait que les droits télé de la Ligue 1 dépendent à 50% de Neymar, hein, on va pas se mentir. Par rapport à l'OM, comment tu vois les choses sur ce dossier particulièrement opaque, dirais-je? D'après, déjà, ce qui est ressorti de journalistes vraiment spécialistes du Moyen-Orient, c'était effectivement l'Arabie Saoudite pouvait avoir un intérêt pour l'OM parce qu'effectivement, il y avait le côté que ça soit déjà Marseille, donc il y avait ce côté méditerranéen. Après, c'est vrai que, entre guillemets, la Ligue 1 est beaucoup moins exposée que les 4 autres grands au championnat. Mais c'est vrai que l'OM, après, reste un club historique. Il a un passé européen. Et puis, il y a aussi cette idée un peu derrière de remettre en place une vraie rivalité entre le PSG et l'OM sur le terrain. Et en plus, derrière le PSG, il y a le Qatar. Donc, ça pourrait, entre guillemets, avoir un intérêt encore plus important pour l'Arabie Saoudite d'investir dans l'OM. Après, moi, le problème que je vois, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt manifeste saoudien pour acheter l'OM, sachant qu'en général, ils ne se font pas attendre pour racheter quelque chose qui les intéresse. Ils ont fait notamment de nombreux rachats avec leur fonds d'investissement souverain, avec pas mal d'entreprises qui étaient en difficulté durant cette période de crise économique. Donc, s'ils veulent vraiment l'OM, je pense qu'ils vont pas hésiter à sortir l'argent, quoi. Là, par contre, ce qui pose beaucoup plus de questions, c'est autour du cas Ajroudi, parce que c'est vrai qu'il s'entoure avec Mohamed Boujelal d'une personne reconnue dans le monde sportif français. Mais après, derrière, chaque déclaration d'Ajroudi, on nage un peu plus dans le flou, quoi. Donc, au début, c'était un fonds souverain qui devait venir du pays du Moyen-Orient. Finalement, après, ce n'est plus des fonds souverains. Après, il y a des fonds aussi qui viennent d'Israël. Donc, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et moi, ce que je pense, c'est que plus qu'Ajroudi a comme projet, effectivement, peut-être de racheter l'OM, mais qu'il n'a pas forcément encore tous les moyens financiers derrière. Et que, vu que pas mal de clubs du Moyen-Orient ont cette optique de racheter des clubs, et ben, il lance, entre guillemets, on va dire, il lance entre guillemets quelques pièces pour voir qui va mordre à l'hameçon et rejoindre son projet. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment on voit pas vraiment de source fiable pour voir Ajroudi racheter le club de l'OM. Je suis tout à fait d'accord avec cette partie de ta théorie. Après, ce sont des pratiques assez courantes dans le milieu, on va dire, entre guillemets, des affaires, où en général, en effet, on lance un hameçon, et puis selon les retours, et là, en l'occurrence, ce sont des retours médiatiques, les potentiels acheteurs se manifestent qu'à partir de ce moment-là. Je suis intimement persuadé que c'est exactement la tentative de Monsieur Ajroudi. Après, je suis assez étonné que quelqu'un comme Monsieur Boudjelal, qui est un vrai professionnel du sport, se soit mis là-dedans. Voilà, je ne vais pas paraphraser certains de nos collègues, hein, mais lui-même s'était largement documenté et largement renseigné sur, on va dire, la fiabilité de Monsieur Ajroudi. Donc, avec les actions très visibles de ces dernières semaines, j'en conviens qu'il a validé le fait que Monsieur Ajroudi était assez sérieux. Moi, je mets une toute petite pièce sur le fait que ce soit pas un rachat sec, mais que ce soit une sorte de consortium avec Frank McCourt, dans le sens où McCourt, bon, on le sait tous, hein, il est lui plus intéressé par l'immobilier que par le ballon rond. Et en gros, que ce soit un rachat assez, on va dire, massif, qui comprenne notamment le stade, ce qui serait une vraie évolution du côté des Bouches-du-Rhône. Et en fait, McCourt s'occuperait de toute la partie immobilière, qui est très large au final, hein, on se moque souvent de lui par rapport au parking. Mais l'immobilier, voilà, il a fait sa fortune pas qu'avec des garages, et que la partie sportive serait on va dire, développée par les fonds saoudiens. Voilà. Moi, je mets une petite pièce dessus parce que je ne veux pas croire que toutes ces semaines
qui ont été très théâtrales, déboulent sur absolument rien du tout. Et surtout, voilà, je pense à tous les amoureux du football, et plus précisément les amoureux de l'OM, qui voient se dérouler tout ça sous leurs yeux et qui passent un petit peu pour voilà, des idiots, entre guillemets. Après, peut-être que ça prendra sans doute plus de temps que prévu. Ça va pas se passer en un été et certainement pas à l'orée de la saison qui va redémarrer. Mais en soi, voilà, moi, je mise là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, ou est-ce que c'est un scénario que tu avais envisagé ou pas du tout? Ouais, ça peut être l'un des scénarios envisagés, effectivement, mais c'est vrai que là, pour l'instant, vu qu'on est pas mal dans le flou et puis que l'Arabie Saoudite a lâché Newcastle, pour l'instant, je pense qu'on est un peu dans une phase un peu de transition et que après, pour repartir sur d'autres hypothèses, il va falloir qu'on voit ce que va faire l'Arabie Saoudite dans les semaines, voire les mois à venir. Mais il est vrai que, enfin, en tout cas, les pays du Moyen-Orient sont quand même intéressés par le marché du football français. Enfin, on l'a notamment vu récemment avec le Bahreïn qui est devenu actionnaire minoritaire du Paris FC. Donc, Ouais. on voit que les pays du Moyen-Orient restent attentifs au marché du football français, quoi. Après, on va pas se mentir, hein, regardez la Ligue 1 aujourd'hui où on sait tout de suite qui va être champion, n'intéresse plus grand monde, surtout à l'heure où l'offre télévisuelle s'est démultipliée. Petit clin d'œil notamment à Mediapro. Et par rapport à ça, si le football moderne est devenu on va dire, est régi par ce type de règles où ce sont des énormes financements qui rachètent les clubs et après chacun fait jouer avec son club, autant qu'on retrouve, on va dire, les velléités ancestrales entre l'OM et le PSG, où les deux équipes seraient au même niveau. Mais c'est sûr que même si on voit ça d'une vision plus macro, c'est sûr qu'en l'espace de 30-40 ans, la rivalité entre l'OM et PSG sera passée de quelque chose d'extrêmement authentique dans les années 80-90 à quelque chose, si ça se déroule ainsi, un petit peu en carton-pâte, on va dire. Mais bon, si c'est comme ça que va le football, c'est comme ça, ma foi. On va pas refaire le monde. Non, ça, on va voir effectivement ce que va faire désormais l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont cette volonté d'intégrer le monde du football et aussi de véritablement concurrencer le Qatar quand ils vont organiser d'autres grandes compétitions internationales. Bon, on pense notamment aux Jeux Olympiques 2032 où le Qatar a déposé son dossier de candidature et après, il y a eu quand même pas mal d'hypothèses sur le fait que finalement, est-ce que l'Arabie Saoudite n'allait pas aussi emboîter le pas pour concurrencer son rival qatari sur ce terrain-là, notamment, quoi. En effet, ouais. Écoute, c'est deux pays très fortunés qui font joujou avec des milliards. C'est comme ça. Pour l'authenticité, on repassera. Très bien. Écoute, merci pour tous ces éclaircissements quant à la volonté de l'Arabie Saoudite de conquérir le monde du ballon rond. Après la Chine, nous voilà avec une vision très claire de ce qui se passe au Middle East et plus précisément en Arabie Saoudite. Merci beaucoup, Kevin, et à très vite. Merci Romain, à très vite.